Bonsoir à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Nouvelle semaine, nouveau rendez-vous de votre émission Covid-19 à vos questions. Et dans ce numéro, nous allons aborder avec notre invité, Dr Kokou Otobé, le processus de prise en charge. Docteur Otobé, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Mathieu. Je rappelle bien sûr que vous êtes bien sûr épidémiologiste, médecin de santé publique, directeur chargé de la planification et de la programmation. Si vous nous choisissez comme maintenant, on n'est qu'au début. Docteur, et quand on parle bien sûr de la prise en charge, justement, à quoi fait-on allusion? Merci beaucoup Mathieu. Si on parle de prise en charge, on parle de processus qui commence depuis l'entrée du patient à l'hôpital. Tout ce qui est mis en place pour pouvoir identifier le patient. Oui. D'abord, à l'entrée d'un hôpital, bien d'une structure de prise en charge, il existe ce que nous appelons un poste de tri. Voilà. Un poste de tri pour identifier les patients, pour mettre un circuit pour les patients qui présentent des signes suspects, un autre circuit pour les patients, disons les patients normaux, et maintenant une salle d'isolement pour les patients qui répondent aux signes de la maladie. Parfait. Pour venir au poste de tri. Pour entrer à un poste de tri, il y a ce que nous appelons un service d'accueil, où il y a d'abord un dispositif de lavage des mains. Le patient qui entre là-bas doit porter un masque. Après, c'est de laver les mains à l'eau et savon, ou bien désinfecter la main avec une solution hydroalcoolique. Il doit porter un masque. Ensuite, on doit lui prendre la température. Oui. Si il a une... Les constances, comme vous avez l'habitude de le dire. Les constantes, voilà. Si on prend ces éléments-là, Oui. si la température est supérieure ou égale à 38 degrés, qu'il présente des signes d'alerte de la maladie à coronavirus 2019, on l'oriente vers la salle d'isolement où un examen plus approprié sera fait. Et si jamais il ne présente pas ce genre de signes, la température tourne autour de 38 degrés, qu'est-ce qui se fait concrètement? Si la température tourne autour de 38 degrés, il va à la salle d'isolement où un examen approprié est fait. Si on fait l'examen, on va rechercher s'il a d'autres signes. Après ces signes-là, si il répond à la définition de cas de la maladie à coronavirus, là, on fait appel aux équipes d'intervention rapide du district ou bien de l'hôpital en question pour venir faire une investigation beaucoup plus poussée et procéder à un prélèvement au niveau des narines ou bien au niveau de la gorge afin d'envoyer ce prélèvement au laboratoire. À l'heure où nous parlons, il y a des gens qui ont des petits bobos, qui ont d'autres soucis personnels. On peut se voir faire monter peut-être la température ou bien la tension. Quand on a quelques soucis, des fois, on est à bout de souffle, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et si ces gens-là se présentent à vous, est-ce qu'il faut passer forcément par toutes ces étapes-là ou bien on le laisse à la maison, on la laisse à la personne à la maison ou comment ça se passe concrètement dans tout son ensemble? Si on présente des symptômes, il faut aller à la recherche de soins à l'hôpital. Vous arrivez à l'hôpital, nous sommes dans un contexte d'épidémie. Et lorsqu'on est dans un contexte d'épidémie, il faut penser à dépister précocement les cas et à protéger le personnel de santé. C'est pourquoi ce dispositif de tri est mis en place pour que les patients qui arrivent, pour protéger d'abord le personnel soignant et protéger aussi les autres patients qui arrivent à l'hôpital. Si on a un petit bobo, lorsqu'on arrive, le système est tel que si vous n'avez pas les symptômes qui évoquent la maladie, vous suivrez un circuit des patients, un circuit normal, dit normal, où on va vous prendre en charge comme un patient qui ne présente pas la maladie. Alors que ça se fait au niveau des centres de santé ordinaires ou bien c'est seulement qu'au niveau du centre de prise en charge dédié à cet effet dans le cadre de cette maladie à coronavirus au Togo? Merci Mathieu. Au niveau de chaque centre de santé, ce dispositif de tri doit exister. Il n'y a aucune raison qu'on dise qu'il n'y a pas ça. Ce dispositif de tri doit exister pour protéger d'abord les patients et protéger le personnel soignant. Au niveau du centre de prise en charge, c'est lorsque le cas est confirmé positif qu'on l'envoie dans un centre de prise en charge dédié au Covid-19. Donc c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Alors, à l'heure où nous parlons, également, il faut dire que le gouvernement ou certaines personnes, certains de vos collègues qu'on a eu à
écouté, à interroger sur la question au Togo actuellement. Une partie de l'Institut national d'hygiène est délocalisée au nord du pays, plus précisément à Kara, pour pouvoir passer beaucoup plus à l'action, faire des tests, c'est là, faire sortir des résultats autant opportuns. Maintenant, si ça là se fait, par exemple, au nord du pays, si nous prenons la savane, ou comment ça va être fait dans tout son ensemble, la coordination pour que l'on puisse avoir le cœur net en étant record. Merci beaucoup, Mathieu. Le dispositif est déjà en place au niveau de l'Institut national d'hygiène, qui est le laboratoire national de référence. Oui. On a créé une antenne de l'Institut national d'hygiène à Kara pour essayer d'augmenter la capacité de dépistage au niveau du pays et pour faciliter la prise en charge au niveau des patients qui vivent dans la zone septentrionale du pays. Au niveau de chaque région, il y a un centre de prise en charge qui est créé. Et donc, si au niveau de l'antenne de l'Institut national d'hygiène qui est à Kara, si des cas sont confirmés là-bas, ça facilite la rapidité de la prise en charge des patients. Ça permettra de traiter. On n'est plus obligé d'amener tous les prélèvements vers l'OME pour techniquer. Cela permet de prendre en charge rapidement les patients au niveau des sites de prise en charge dans les différentes régions. Justement, quand on parle bien sûr de la prise en charge, c'est le tout. Il n'y a pas que le côté. Il faut qu'il y ait vraiment les dispositifs qu'il faut. Est-ce que tout est en place pour venir quand même à bout en matière de prise en charge? Oui, Mathieu, tout est en place. Nous avons tout ce qu'il faut dans une équipe de prise en charge. Il y a un médecin, les médecins de différentes spécialités. Il y a un technicien d'anesthésie et réanimation au cas où le patient nécessite une ventilation assistée. Il y a les infirmiers pour la prestation des soins infirmiers. Oui. Il y a les gardes malades, les autres corps de métier nécessaires, l'ambulancier, un psychologue. Dans chaque région, ces spécialités-là existent pour pouvoir prendre en charge les cas. Voilà. Il y a les médicaments qui sont disponibles aussi, les respirateurs, on en a pour pouvoir prendre en charge les différents patients qui vont arriver. Est-ce que veut dire qu'il n'y a aucune raison de nous dire demain que, il y a quoi qu'ici Non. Non, les équipes sont là. Il y a les centres de prise en charge sont aussi là. Il y a les équipements disponibles pour assurer une prise en charge correcte aux différents patients. Il y a une coordination nationale qui existe, qui gère la riposte Covid-19 au quotidien. Alors, comme on a l'habitude de le dire chez nous, on ne peut pas danser, s'apprécier au même moment. Mais on va essayer de faire une étude comparative de ce qui se fait au Togo par rapport à certains pays de la sous-région. Si nous prenons la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, le Bénin à côté, si vous êtes demandé de comparer un peu ce qui s'est fait sur le terrain, quel est ce commentaire-là que nous pouvons avoir? Oui, je sais que ce qui se fait dans notre pays est bien. Si je vois d'abord, globalement, la riposte et la prise en charge de la maladie à coronavirus 2019. Si nous considérons les statistiques au niveau des pays de la CEDEAO, le Togo se défend bien. Nous sommes à 174 cas. Le pays qui a moins de cas, je crois que c'est la Gambie. Le Togo est très bien. Donc, le Togo est très bien. Ce qui veut dire que ça va dans tout son ensemble. Le Togo prend bien en charge les cas. Nous avons les cas guéris qui sont aujourd'hui au nombre de 89 à la date d'hier, 89. Si nous voyons aussi la dynamique de l'épidémie par rapport aux cas dans les autres pays, le Togo, en tout cas, félicitations à toute l'équipe, la coordination nationale, les équipes d'intervention rapide et tous ceux qui font la prise en charge. Je crois que le pays, à commencer par les premières autorités qui ont pris les dispositions pour contenir l'épidémie. Je crois que le Togo fait du bon boulot. Justement, parlant bien sûr des chiffres concernant Covid-19, nous allons devoir jeter un coup d'œil sur ce que la cellule riposte a pu publier. Nous sommes bien sûr le 10, c'est-à-dire ce dimanche, puisque les chiffres d'aujourd'hui, nous ne les avons pas encore à notre portée, ce qu'on aura peut-être le temps d'avoir dans les heures qui suivent. À la date, bien sûr, du 10 mai 2020, le Togo, la situation au Togo, nous avons 74 cas
actifs, 89 guéris, 11 décès, 174 cas confirmés, ce qui fait que nous avons 10 377 nombre total de tests effectués jusqu'à ce jour. Un petit coup d'œil sur les chiffres publiés en cette date du 10. Je rappelle bien sûr que c'est les chiffres du 10 mai que nous avons à notre portée pour le compte de ce 11. C'est pas encore disponible sur la plateforme de la cellule Riposte. Il faut noter que 20 nouveaux patients ont été testés positifs sur les 283 personnes testées. Donc, il s'agit de 19 hommes de nationalité togolaise résidant à Lomé qui sont tous des contacts dont les âges sont compris entre 24 et 53 ans. Une femme de 52 ans togolaise résidant à Lomé qui est un cas suspect. Deux nouveaux patients ont du coup recouvré la santé, portant à 89 le nombre total de patients guéris de Covid-19 au Togo. Le nouveau cas confirmé, femme de 52 ans, est décédée, portant à 11 le nombre total de décès de Covid-19 au Togo. À ce jour, il faut noter que le Togo a enregistré 173 cas confirmés de Covid-19, dont 89 guéris, 11 décès et 74 actifs, y compris un cas confirmé à l'extérieur du pays. Au total, 10 377 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. C'est les chiffres, bien sûr, du 10 mai 2020 que nous disposons à notre niveau, que nous avons sur le site d'information officiel du gouvernement. Docteur Outobé, on a comme impression que en 24 heures, on a encore enregistré beaucoup plus. On nous demanderait, ou bien le vieux me demande qu'est-ce qui n'a pas entre-temps marché, ou bien qu'est-ce qu'il fait, ou bien c'est le temps du pic qui est arrivé. Nous ne pouvons pas encore. C'est vrai que nous avons. Hier, c'était 20 nouveaux cas qu'on a notifiés. On ne peut pas encore dire que nous avons atteint le pic. C'est l'évolution qui nous dira que si nous avons vraiment atteint le pic. Si nous avons vraiment atteint le pic. Mais quand on essaie un peu d'analyser les chiffres, on se dit, mais est-ce qu'on est vraiment à l'abri quand le gouvernement essaie de revoir l'heure de couvre-feu à partir plutôt de 21h maintenant à 5h du matin? Est-ce que, et avec la réouverture des bars qui sont censés, et des débits de boissons qui sont censés bien sûr travailler en respectant les gestes barrières, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire qu'on sera dans les jours qui viennent, on aura enregistré des chiffres qui vont encore faire panique, la psychose totale au sein de la population? Merci. Nous ne pouvons pas l'affirmer si chaque citoyen prend conscience que le danger est là, une épidémie. La maladie est une maladie toute nouvelle. On ne connaît pas encore tout autour de cette maladie. Voilà. Il faut nécessairement que nous prenions conscience de l'importance du respect des mesures barrières, le port du masque systématiquement, le lavage des mains à l'eau et au savon, et puis le respect des mesures de distanciation sociale, se tenir à au moins un mètre d'un interlocuteur, ou bien lorsque nous sommes dans une file ou bien dans un groupe donné. C'est ce que je peux dire. Mais l'augmentation aussi systématique de ces chiffres en 24, ça fait craindre, quoi qu'on dit. Ça fait craindre. Bon, je crois que vous connaissez. Parce qu'on n'est pas habitué. Il y a de cela 2 semaines, 3 semaines, on a enregistré qu'un cas, 2 cas, 3 cas au plus. On dit, bon, c'est encore mieux pour le moment. Mais il y a comme impression qu'en une semaine, il y a de cela 1 semaine, voire 2 semaines bientôt, on est passé à une vitesse aussi accélérée en matière de ces chiffres-là qui grimpent. Oui, vous avez raison. Dieu merci quand même qu'on enregistre quand même des guérisons au jour le jour. Oui, c'est vrai que nous avons depuis 2 semaines une augmentation des cas. Le Ghana qui a déconfiné à partir du 21 avril, on a tout de suite, la semaine qui a suivi, 30 cas. Cette semaine, la semaine passée, on a beaucoup de cas, plus d'une quarantaine, je crois, une quarantaine de cas pour la semaine qui est passée. C'est dire qu'il faut que nous prenions les mesures pour renforcer le contrôle au niveau des points d'entrée, les frontières,
pour que tous ceux qui arrivent, on prenne les dispositions pour les contrôler, faire leur suivi, Oui. et les tester, et les isoler, les prendre en charge. Cela est très important. Plus le respect des mesures d'hygiène dont je viens de parler. Cela sera toujours nécessaire. Quand on essaie un peu de voir par rapport aux 19 hommes de nationalité togolaise, eux on dit ils résident à Lomé, ils sont des contacts, et l'âge compris est compris bien sûr entre 24 ans et 53 ans. Est-ce qu'on peut dire que c'est à cause du déconfinement, un nouveau mot en fait pour le nouveau dictionnaire? Non, je vais clarifier. Les 19 cas sont les 19 proviennent de la prison de Lomé où on a testé des détenus qui sont révélés positifs. C'est ce que nous avons comme détail. Et la semaine précédente, on a eu 3 détenus qui étaient positifs. Donc ça veut dire qu'il y a eu circulation du virus au sein de la prison et des dispositions sont prises pour que la maladie puisse être contenue assez rapidement. Comment cela est possible quand on sait que la prison, quand même, c'est pas quand même marché, hein? Avant d'aller à une prison, il faut remplir des formalités et ceux qui sont bien sûr en difficulté avec la loi, comme on a l'habitude de le dire, ils sont gardés là-bas, on les protège. Mais comment cela a pu s'infiltrer, s'inviter jusqu'à ce niveau? Je sais que des dispositions ont été prises par l'administration pénitentiaire. Oui. Tout prisonnier qui arrive, on ne le met pas directement en cellule, il reste d'abord à l'écart, il reste en isolement pendant 2 semaines, on fait le test avant qu'il ne regagne sa cellule. Mais on n'a pas compris, les investigations sont en cours pour essayer de voir plus clair sur la survenue de cette contamination au niveau de la prison civile. Parfait, parce que j'ai encore en tête quand le chef de l'État s'adressait à la nation, nous étions le 1er avril, a pris des décisions allant dans ce sens-là, en quand même donnant le OK pour qu'on puisse libérer un bon nombre, pour que la prison soit décongestionnée un peu, pour qu'il n'y ait pas ces situations. Mais bon, il y a toujours ça. Et je pense que les investigations vont nous élucider beaucoup plus. Et les dispositions sont également en cours pour contenir ce mal-là au sein de la prison. Mesdames et messieurs, pour poser la question à l'invité, le 70 26 76 76, c'est sur la plateforme WhatsApp et nous enregistrons déjà des questions. Nous allons passer à la découverte de ces différentes questions. Qu'est-ce qui a motivé la décision du gouvernement de repousser le couvre-feu de 20h à 6h à passer de 21h à 5h du matin? Docteur, je pense que vous n'êtes pas quand même le porte-parole du gouvernement. Oui. Bon. Le communiqué, on l'a lu, et dans le communiqué, on a dit c'est parce que le mal est plus ou moins maîtrisé dans le Grand Lomé. Oui, voilà, c'est vrai qu'on a promis, le gouvernement l'a dit dans le communiqué. On a fait une étude dans la ville de Lomé pour voir un peu la circulation du virus. On a vu que l'épidémie est stable au niveau de la ville de Lomé, ce qui a motivé le gouvernement à repousser le couvre-feu à 21h. 21h pour terminer à 5h du matin. Je pense que c'est bien, hein, parce que des fois, nous autres, considérant que les nouveaux cas de Covid-19 sont tous signalés dans les prisons, ne peut-on prendre des mesures additionnelles de décongestion des prisons en libérant certains détenus des délits mineurs? De même, étant donné la plupart des cas de contamination nous viennent de l'extérieur du pays avec des entrées massives par des voies clandestines dues à la fermeture des frontières, le gouvernement ne peut-il pas autoriser l'entrée des Togolais et des étrangers qui par des passages officiels à condition d'accepter les tests? Alors la première partie, bien sûr, de ce deuxième volet de sa question dit, comme le nouveau foyer c'est la prison, faut-il peut-être voir les jours qui viennent de prendre une décision pour décongestionner beaucoup plus la prison, parce que on semble dire que c'est le nouveau foyer. Oui,
Mais moi, je ne pourrais pas se prononcer. me prononcer sur Ça cette revient question. aux premières autorités. Maintenant, par rapport au point 2 de son deuxième, du volet 2 de sa question, c'est par rapport à ceux qui empruntent des voies clandestines pour amener la maladie au pays. Faut-il, et est-ce qu'il n'est pas temps de les donner quand même le OK pour qu'ils puissent passer au niveau des frontières officielles et les dépister systématiquement pour éviter ces allers-retours clandestins? Oui, je crois la réouverture des frontières fait partie des mesures de déconfinement et je crois que pour y arriver, il faut aller graduellement et on a besoin de prendre certaines dispositions. Le téléspectateur lui l'a dit, il faut avoir les moyens pour contrôler les gens au niveau des frontières, les tester et les faire leur suivi pour arriver à protéger le reste de la population qui est à l'intérieur du pays. Parfait. Nous allons devoir prendre encore une autre question qui nous dit ce qui suit. Bonsoir, docteur. J'aimerais savoir, avec l'effectif pléthorique des élèves dans les classes, même avec les mesures barrières, connaissant les caprices des élèves, est-ce que cela peut marcher? Si on communique assez bien, on explique, je crois que les élèves sont à même de respecter, leur vie en dépend, sont à même de respecter les mesures barrières pour terminer en beauté l'année. Parfait. Nous allons passer également à la prise d'une série de questions. Bonsoir le plateau. Où en sommes-nous aujourd'hui avec les recherches des praticiens du Togo par rapport aux remèdes contre le Covid-19? Est-ce qu'il ne serait pas bon d'essayer aussi un remède local africain cas du Covid organique? Merci beaucoup. On nous avait annoncé entre-temps qu'il y a une cellule formée à l'université de Lomé, avec vous qui êtes bien sûr de la médecine moderne et vos collègues de la médecine traditionnelle. Pensez à un nouveau produit, peut-être le miracle viendra du Togo. Où en êtes-vous concrètement, docteur? À ma connaissance, il n'y a pas encore un médicament produit au niveau de l'université de Lomé, mais je sais que j'ai vu, ils ont indiqué des plantes qui peuvent avoir un effet sur un effet stimulant sur la défense de l'organisme. Il y a une plaquette qui comporte un certain nombre de plantes qui peuvent avoir un effet, qui peuvent renforcer l'immunité des sujets. Mais il n'y a pas de médicament spécialement dédié pour la prise en charge du Covid-19. Pour Togo. Pour venir à sa question, oui. Pour venir au Covid organics, pour le moment, il n'y a pas encore de preuve de l'efficacité de ce produit et il n'y a pas de preuve de son innocuité, ce qui freine l'utilisation de ce produit à l'échelle du continent. Et c'est qu'au niveau de la CEDEAO, la CEDEAO a fait une réaction par rapport au Covid organique. Aucun pays de la CEDEAO, pour le moment, officiellement, n'a pas adopté ce produit. Mais il y a d'aucuns pays qui ont commencé par lancer, bien sûr, la commande. On a parlé du Niger qui s'est fait procurer le produit. On peut parler également d'un autre pays, pas forcément de la CEDEAO, mais de Congo-Brazza. On a vu, et dans une interview exclusive en date de ce 11, on a écouté le président Rajoli du Malgache qui a exprimé clairement son intention que le problème avec Covid organisé, c'est parce que c'est un produit qui vient de l'Afrique. Pas nécessairement. Parce si ce produit, le Covid Organics, est prouvé, on a établi les évidences scientifiques que ce produit est efficace sur le coronavirus 2019 et qu'il ne cause pas d'effet délétère à ceux qui le prennent. Je crois que tout de suite, on va l'adopter. Pour le moment, c'est qu'on n'a pas de base factuelle pour prendre... Dans ce détail, il a souligné que c'est un produit qui ne souffre d'aucune
je sais pas, d'aucun souci. Et puis, l'autre chose qu'il a eu à dire également, que c'est un produit qui est non seulement curatif, mais aussi préventif. Et c'est des chercheurs de l'Institut malgache de la recherche appliquée, c'est-à-dire des docteurs qui ont pensé le produit avec certains du domaine, et c'est fait avec des plantes du pays, qui est bien sûr une habitude des malgaches. Oui. Et ça fait bien sûr la preuve. La preuve également à son niveau, c'est que son pays n'a enregistré aucun décès. Ça fait 1, 2, que c'est le produit qu'on utilise au début de la maladie dans son pays. C'est le produit qui a été utilisé jusqu'à ce jour, à part la chloroquine et l'azithromycine qui a été utilisée à environ 5 ou bien 7 personnes. C'est fini. On attend de voir les preuves scientifiques que ce traitement, parce que nous, en médecine, pour dire qu'un médicament est efficace, il faut le comparer à un autre médicament qui est dit médicament de référence, et prouver l'efficacité réelle du médicament, pas l'efficacité supposée, l'efficacité réelle du médicament, et prouver aussi que ce médicament n'a pas d'effet délétère sur les patients. Puisqu'on a vu... Alors qu'on n'a pas ça, on ne peut pas vraiment passer à une utilisation à large échelle. Puisqu'on a vu avec la chloroquine au départ, avec cette maladie, tous les tollés que ça a suscité, et timidement les pays ont commencé par adopter le protocole de traitement. Finalement, bon nombre de pays l'ont adopté. Pourquoi ne pas peut-être essayer... Mathieu, la chloroquine, c'est un cas particulier. La chloroquine, l'azithromycine, c'est des médicaments connus, et la chloroquine depuis les années 1940, la Deuxième Guerre mondiale, et puis l'azithromycine depuis 1996, je crois, que ce médicament est utilisé. Médicament largement utilisé par des millions de personnes. On sait quels sont leurs effets secondaires, on sait comment les manipuler pour ne pas avoir de gros soucis. Ce n'est pas la même chose pour le Covid organique, on ne sait rien de ce produit-là. Est-ce qu'on ne peut pas peut-être l'essayer aussi, voir? On ne perd rien là, c'est des vies humaines qui sont en jeu. Ils sont en train d'essayer, on va voir si les résultats sont vraiment concluants. On va voir, sur la base des résultats qu'on aura de l'utilisation de ce médicament. Parfait. On verra. Parfait. On passe à une nouvelle question tombée sur notre plateforme, le 70 26 76 76. Bonsoir, le plateau. S'il vous plaît, on a appris il y a un certain moment la venue de certains médecins cubains pour nous aider à lutter contre cette pandémie. Dites-nous, docteur, où sont passés ces docteurs? Car ça fait un bon moment, on n'a plus de leurs nouvelles. Augustin Akwete, depuis Arepe. Merci beaucoup. Nous avons reçu l'appui des médecins, une équipe cubaine. Ils sont avec nous. Ils travaillent au Centre national de prise en charge, le CHL Lomé Commune. Ils participent aux réunions de coordination que nous faisons au niveau du ministère de la Santé. À une partie qui participe. Ils vont sur le terrain quand il y a eu l'afflux de patients ou bien de concitoyens venant du Ghana côté Plaine de Meaux. L'équipe cubaine était sur le terrain également. Parfait. Dans les semaines à venir, ils seront également sur le terrain pour accompagner pour la prise en charge. Voilà un peu. Vous qui avez posé cette question, M. Augustin Akwete, vous avez eu bien sûr réponse à votre question. Une nouvelle question également nous dit ce qui suit. Bonsoir et félicitations pour l'émission. Merci. Comment peut-on expliquer la contamination en masse des prisonniers malgré les mesures prises? Oui, je disais que la maladie de coronavirus 2019 est une nouvelle maladie, on ne connaît pas tout. La prison, c'est un milieu particulier. Un milieu particulier où il peut y avoir la promiscuité. Et dès lors qu'il y a un cas asymptomatique, par exemple, qui est dans une cellule, qu'on ne sait pas, il peut contaminer les gens. Il ne présente aucun signe, mais il peut contaminer. Il peut contaminer en respirant, en toussant, bien éternuant. Il peut
rejeter des particules de gouttelettes qui contiennent le virus peut contaminer. Donc, on a pris des mesures, mais la spécificité de cette maladie peut expliquer cette contamination qu'il y a eu à la prison. Parfait. Parfait. Voilà l'explication qu'on peut donner pour le moment à cette question. On passe à la suivante qui nous dit Sekishu, bonsoir. Merci beaucoup pour ces opportunités que vous nous offrez. Merci également à vous aussi pour votre fidélité. Ne peut-on pas faire des mesures, une loi et sanctionner sévèrement aux réticents? Il y a des réticents, hein, des gens qu'on voit encore à Lomé, ici, dans la capitale, sur des motos, ils sont à 2, ils sont à 3, 4 comme ça, sans bavette, ils foutent du bordel, si on peut se permettre de le dire comme ça. Dans les voitures même, taxi, on voit encore des surchasses et là, d'autres qui vendent à manger, d'autres qui vont manger, d'autres qui sont là. Même les églises qu'on a demandé, qu'on a marqué une pause, il y a d'autres qui se sont donné du plaisir à créer maintenant les heures de culte dans leur propre maison, dans leur propre chambre. On invite des fidèles celles. Est-ce qu'on ne peut pas faire de ces mesures-là qu'on demande à la population de respecter, faire de ça une loi et finalement sanctionner des récalcitrants et non des réticents? Moi, le mot réticent est trop petit. Récalcitrant, des têtus. Oui, je crois. Merci aux téléspectateurs qui a posé cette question. C'est un aspect essentiel. Si nous voulons vraiment venir à bout de l'épidémie de Covid-19, il faut que nous soyons vraiment respectueux des mesures barrières. Cela, il le faut. C'est indispensable. Et je crois que la force anti-pandémie fait de la pédagogie. On arrête les gens. Ceux qui ne mettent pas les masques, on les arrête. On leur dit ils achètent à côté pour mettre. On ne doit pas être derrière chacun pour lui dire de porter le masque. Porter le masque, c'est pour protéger, c'est notre vie qui est en jeu. Nous devons faire le nécessaire pour respecter les mesures barrières. La sanction, je crois qu'il le faut pour discipliner les gens. Il le faut. On doit y arriver si on veut vraiment arriver à lutter contre le Covid-19. Moi, je circule, je vois ce que le téléspectateur dit. Tu vois, hier, je suis sorti aller en ville, tu vois plein de patients, plein de personnes dans la rue. Dans les marchés, malgré ce que le PAM fait à Lomé, avec tout ce qu'on a mis au niveau des dirigeants des marchés, des dispositifs de lavage de mains, demander aux gens de porter des masques, ça et là. Il y a toujours des gens durs d'oreille qui vont dans les marchés également, qu'on les voit comme ça, qui s'en fichent pas mal. Oui, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Il faut que nous fassions tout pour porter le masque. Le masque, se laver régulièrement les mains. Le masque, c'est important, il faut le porter. Vous protégez les autres aussi. Ce n'est pas nécessaire de mettre un masque sous le menton. On voit les gens de la rue. Voilà aussi un fait. Il met sous le menton, le conducteur de taxi-moto, il enlève son masque, il le met sous le menton. Le masque, tu le mets, c'est pour te protéger et protéger l'autre. Ce n'est pas pour mettre sous le menton. Moi, entre-temps, quand le gouvernement a décidé est-ce que les taxis-motos arrêtent de travailler, je n'étais pas vraiment d'avis. Mais j'ai trouvé que c'était quand même une décision aussi qui peut faire freiner un peu la maladie. Maintenant, si on laisse les taxis-motos circuler, il faut quand même que la plupart, sinon tout le monde arrive quand même à porter les masques et demander aux passagers, à leurs clients, sur des motos également, de porter des masques. Ce qu'on n'arrive pas vraiment à faire marcher, hein, parce que ça dandine toujours à ce niveau-là. Peut-être qu'aujourd'hui, on parle bien sûr de la prison. Demain, on nous parlera peut-être des taxis-motos qui distribuent à flot la maladie maintenant. C'est vraiment important. Il faut que les syndicats, on doit communiquer avec les syndicats des taxis-motos pour qu'ils obligent leurs adhérents à porter systématiquement le masque. C'est eux-mêmes pour leur protection d'abord et pour la protection de leurs clients. Cela est très, très nécessaire. Moi, je pense que la force anti-pandémie aussi doit aussi veiller à ce côté-là. Pas frapper les gens. Hein, non, ils le font. On ne va pas frapper. Ils le font. Et on met les gens au niveau des feux tricolores et ça et là. Peut-être que pour une personne qui est sur une moto et sans masque, c'est encore compréhensible. Mais s'ils sont à deux, tout ça là,
Si la personne ne porte pas le masque, on la descend tout simplement. Monsieur, vous payez à côté. Comme ils ont commencé par le faire, ils continuent par le faire. Également, des gens qui circulent dans les marchés comme ça, il faut que la force anti-pandémie, Covid-19, essaie de faire le travail à ce niveau. Pas frapper, non. Pas frapper de grâce, mais commencer par mettre la pression aux gens à ce niveau, surtout au niveau des marchés, au niveau des taxis, motos, des voitures, taxis dans la ville. Ceux qui font souvent Lomé, Vaughan et ces consorts-là aussi, il faut essayer de voir ce côté. Lomé, Palimé également, il faut essayer de voir. Lomé, Anéro, il est bien sûr qu'il y a des cordons sanitaires, mais il y a des voies détournées aujourd'hui que les gens empruntent. Quand vous voyez, vous allez vous demander, mais est-ce que ces gens-là sont vraiment informés de cette maladie? Donc, l'avis est lancé au ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yark Dameran. Il a qu'à essayer de voir avec le colonel qui est arrivé nouvellement en remplacement de Paul, essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire à ce niveau. On va prendre à nouveau une question qui nous dit ce qui suit. Pourquoi les frontières ne sont pas encore ouvertes malgré les mesures sécurité prises au sein de ces dernières? Bonsoir, ne serait-ce pas bon d'ouvrir les frontières tout en impliquant les mesures sécuritaires? Enfin, les deux questions se complètent plus ou moins. Oui, c'est... Pour ouvrir les frontières, il faut aller graduellement. Graduellement. Il faut aller graduellement. Il faut mettre des dispositifs en place pour arriver à ouvrir les frontières, pour ne pas être confronté à une flambée de cas. Parce que si on ouvre les frontières, les gens vont arriver, il y aura beaucoup de passagers, des voyageurs qui vont arriver. Il faut qu'on ait les moyens pour les contrôler, les tester s'ils présentent des signes de la maladie ou les suivre. Quand ils entrent dans le pays, il faut les suivre pendant au moins 14 jours et à la fin les tester pour voir s'ils ne sont pas porteurs du virus et les prendre en charge éventuellement. Quand on sait que au Burkina, on a pratiquement déconfiné, au Niger, il y a des restrictions qui sont levées ça et là, au Bénin aussi, les élèves des classes d'examen primaire, secondaire ont commencé aujourd'hui. Et on sait que les localités qui sont comme à Fagnan, à Gomé-Glozou, à Agbanakin, à Nero, au nord du pays, des gens quittent le Togo pour aller à l'école de l'autre côté et ils reviennent. Enfin, c'est aussi facile. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement à ce niveau-là? Il faut les suivre de près. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Non, ce qu'il faut le faire... danger est imminent. Hein? Le danger est là. C'est la prise de conscience de chacun d'entre nous que la maladie est là, sur le territoire national. Il y a des cas, nous sommes à 174 cas. Il faut être conscient que si je suis là, je peux être contaminé, donc je dois me protéger, je dois sensibiliser mes voisins pour qu'ils portent le masque aussi, pour qu'ils respectent toutes les mesures barrières édictées par le gouvernement pour limiter la transmission de la maladie dans la population. À nouveau, une question, il nous dit c'est qui je suis. Bonsoir, New World Info. Je suis Nyatoulouman Tantiba depuis Pagouda. Ah, merci beaucoup pour la fidélité. Avec les cas que le Togo enregistre ces derniers temps, qu'est-ce qui nous rassure que d'ici fin juin, le virus sera éradiqué? Enfin, est-ce qu'il y a une date butoir qui a été donnée fin juin ou bien c'est une prévision personnelle peut-être? Quand on sait Pagouda, c'est quelqu'un le dit, c'est à 2 pas du Bénin. Hein? Ceux qui sont à Pagouda vont au marché au Bénin, fréquenter au Bénin. Ceux qui sont au Bénin aussi viennent ici. Des deux côtés, ça se fait facilement. Pour le moment, on ne peut pas. Je remercie les téléspectateurs de Pagouda. On ne peut pas affirmer, nous ne pouvons pas dire avec certitude qu'on va finir avec l'épidémie en juin. Les prédictions disent que la maladie risque de durer, on risque de vivre avec le Covid pour un bon bout de temps. Donc raison pour laquelle il faut que chacun fasse des efforts, il faut que chacun fasse sien pour se protéger les autres contre cette maladie. Voilà ce qu'il faut faire. Hein. Les gestes barrières toujours. Merci beaucoup à vous, monsieur Nyatoulouman
Tinba depuis Pagoуда, c'est au nord du Togo, à 2 pas du Bénin, plus ou moins sur la frontière. Et on va passer à une nouvelle question. Bonsoir, docteur. Que pensez-vous de l'appel de l'OMS par rapport au pic de la pandémie en Afrique? Est-ce que l'OMS n'exagère pas dans ses prévisions, surtout avec la sortie ces derniers jours de la directrice régionale Afrique par rapport aux prévisions au pic de la maladie en Afrique? On se dit, mais est-ce que c'est pas un pas de trop quand on nous dit ces choses-là? On a écouté le patron de l'OMS qui, entre-temps, disait il y a de cela plus d'un mois que l'Afrique n'a qu'à se réveiller et se préparer au pire. Et il y a de cela 3, 4, voire 5 jours, c'est la directrice régionale qui commence par faire des prévisions. Ça, c'est pas un peu exagéré selon le téléspectateur, docteur? Oui, merci. Je remercie le téléspectateur. Quand un responsable directeur régional de l'OMS fait des prévisions, c'est basé sur des modèles mathématiques. Et ce n'est qu'une prévision. Ça peut arriver comme ça, ou bien ça peut ne pas arriver. Donc, ce n'est qu'une prévision. On verra si sa prévision sera juste ou pas. Ce n'est qu'une prévision. Bon, on peut dire que pour son patron, ça n'a pas vraiment marché. Dieu merci. C'est les mesures barrières qui ont finalement sauvé en Afrique. Parce que on s'est dit, mais avec ce qu'il avait dit là, ce serait de l'hécatombe. Maintenant, le deuxième point de sa question, par rapport au remède des Africains, en particulier le Covid organique. Ah bon, je pense que c'est le produit, bien sûr, Magache. Hein. Oui, pourquoi l'OMS et les Occidentaux ne veulent pas qu'on en parle en disant qu'il n'y a pas de preuves scientifiques? Est-ce n'est pas une façon de dénigrer le continent africain? Sylvestre depuis Cara, merci à vous aussi. Oui, non, ce n'est pas une façon de dénigrer le continent africain. Comme je le disais tantôt, pour mettre un médicament sur le marché, il y a des protocoles que ces médicaments doivent suivre. On fait des recherches que nous appelons. Oui. Recherches qu'on fait, que nous appelons les essais cliniques sur ce médicament. Ces essais cliniques, c'est qu'on compare le nouveau médicament à un médicament de référence. Il y a un groupe qui prend le nouveau médicament, un groupe qui prend le médicament de référence. Et à la fin, on voit dans quel groupe on a plus de guérison. Et ça qui permet de dire le nouveau médicament est plus efficace ou bien est supérieur au médicament de référence qui était là. Donc, dès lors qu'on n'a pas pu montrer l'efficacité de ce médicament et on n'a pas pu montrer que ce médicament n'est pas nocif pour l'individu, on ne peut pas le mettre, l'accepter, l'utiliser à grande échelle. Docteur, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre entretien de ce jour, 11 mai 2020. En substance, que pouvons-nous retenir, bien sûr, du terme de jour, le processus de prise en charge, spécialement pour le compte de cette maladie à Covid-19 au Togo? Merci beaucoup. Pour le processus de prise en charge, les centres de santé sont bien organisés au niveau de chaque centre de santé. En arrivant, il y a ce que nous appelons un poste de tri. Et au poste de tri, il y a d'abord le patient qui arrive doit se laver la main avec l'eau et le savon. Ensuite, il porte un masque et on lui prend la température. Dès que sa température est supérieure à 38 degrés, on suspecte, on a des signes d'alerte, c'est présent aussi des signes d'alerte. On l'oriente vers le circuit de la salle d'isolement où un examen plus approprié est fait et ainsi de suite. On fait appel à l'équipe d'intervention pour faire une investigation beaucoup plus approfondie et faire le prélèvement au niveau des narines et au niveau de la gorge et envoyer au laboratoire. Si le cas est confirmé positif, on l'envoie vers un centre de prise en charge où il y a une équipe dédiée et bien organisée pour prendre en charge les patients. Merci beaucoup, docteur Kokou Otobé. Je rappelle bien sûr que vous êtes épidémiologiste, médecin de santé publique, directeur
chargé de la planification et de la programmation. Bon retour chez vous. Merci Mathieu. Et surtout les gestes barrières, comme vous savez bien le faire déjà. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, très bonne suite de nos programmes à vous tous. Derrière nous, c'est l'info. Et adoptons toujours les gestes barrières en ce temps, bien sûr, de crise sanitaire. À très vite.